Se choisir, se plaisir, se choisir, orgasme, orgasmique, orgasmique. Jenny, tu es formatrice en psychogénéalogie et plus globalement, tu accompagnes celles et ceux qui le souhaitent vers un chemin plus conscient de leur potentiel. Je suis super excitée aujourd'hui de t'avoir au micro d'Orgasmique parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément. Pour celles qui nous suivent, vous le savez, la psychogénéalogie, ça a été un point culminant qui m'a donné envie en fait de créer les jouissives. Donc Jenny, très heureuse aujourd'hui de t'avoir sur Orgasmique. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Donc déjà, si on parle de psychogénéalogie, c'est quoi le principe pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? La psychogénéalogie, en fait, c'est une approche thérapeutique qui va prendre en compte donc ce que vit la personne, mais aussi ce qui a été vécu dans son arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte ce qui a été vécu sur les générations au-dessus. Et en fait, l'épigénétique, qui est une branche de la science, a démontré qu'il y avait des liens entre les traumas qui avaient été vécus par nos aïeux, par nos ancêtres, et ce qu'on pouvait vivre. Ça veut pas dire qu'on a récupéré les traumas de tout le monde, mais ça veut dire que tout ce qui n'a pas été bien digéré, tout ce qui n'a pas été bien processé, on peut le récupérer et ça peut venir se manifester dans notre présent de manière différente. Donc la psychogé, elle, va aller regarder dans l'histoire de la famille ce qu'il s'est passé pour faire les liens avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le présent. D'ailleurs, on parle de trauma, mais j'imagine que c'est aussi les choses positives. Au final, on peut avoir des forces qui nous viennent de l'histoire de notre arrière-arrière-grand-mère. Exactement, je le rappelle souvent, notamment aux filles que je forme. On parle beaucoup, nous, du négatif parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes à retrouver au maximum leur individualité, à s'alléger. Mais évidemment, il y a aussi des choses positives. Celles-là, on les chérit, on n'y touche pas. Mais nous, on va vraiment travailler en psychogé sur ce qui nous a l'air, sur les schémas en fait qui se répètent, ce qui nous alourdit, etc. Et est-ce que du coup on a besoin de connaître vraiment son histoire, bien connaître son arbre généalogique pour pouvoir faire de la psychogénéalogie? Non, en fait, on peut commencer avec l'existant, nos propres souvenirs, ce qu'on a entendu sur les personnes de notre famille. Et puis en psychogé, on va trouver des indices dans beaucoup de choses. On va en trouver dans les prénoms, on va en trouver dans des dates de naissance. Donc déjà, même si on n'a pas connu, par exemple, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, juste en ayant des prénoms, des métiers, des dates de naissance, on va pouvoir faire un travail parce que justement, mon métier, c'est d'avoir ce regard et de pouvoir trouver des indices dans des répétitions, dans des dates qui vont être très proches, dans des réparations à travers des métiers, etc. Donc, il y a un côté un peu enquête dans l'histoire où on va trouver des indices un peu partout. Un simple prénom, de mon point de vue, n'est pas une simple suite de lettres. Il y a bien souvent des choses cachées derrière un prénom. Pareil, des choses positives et puis des choses peut-être un petit peu plus lourdes qui vont nous donner des indices. Et l'idée, c'est qu'on ait plusieurs indices qui corrèlent dans la même direction et qu'on puisse faire les liens avec ce que vit la personne. Donc, on n'est pas obligé d'avoir énormément d'infos. Après, la plupart de mes clientes, parce que j'ai surtout des femmes, me disent, moi, voilà, j'ai ça comme info sur ma famille et j'en aurai pas d'autres. Et en général, elles arrivent toujours à avoir d'autres infos parce que la vie, parce que tout d'un coup, quelqu'un parle et dit quelque chose, parce que tout d'un coup, on retrouve un document, etc. Donc, très souvent, on peut avoir des bonnes surprises, surtout quand on rentre dans le processus. Comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il y a des petites infos qui arrivent de nulle part. Donc, j'en ai jamais eu qui se sont vraiment retrouvés bloqués et on n'avait pas d'infos, on pouvait pas travailler, quoi. Il y a aussi le ressenti, j'imagine, des personnes. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai fait mon stage, justement, qui était la lignée maternelle, j'avais vraiment ce truc au final, j'avais peut-être pas toutes les infos, mais rien que le fait de se mettre dans le processus, tu vois, j'ai commencé à avoir des ressentis et des choses qui m'ont semblé juste, en fait. Voilà, pour moi, c'était sûr que c'était dans cette direction, en tout cas, qu'il fallait que je cherche. J'aime bien le parallèle avec le côté enquêteur parce que c'est un peu ça. C'est clairement ça. Et c'est ce que j'adore, moi, dans ce métier-là, c'est que ça fait partie d'un trait de ma personnalité. J'adore enquêter, j'adore chercher, étudier, etc. Donc, il y a toujours un côté un peu excitant d'aller chercher des informations. Moi, j'ai adoré, dans ma propre histoire, aller chercher des choses, découvrir des nouvelles informations, etc. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce terrain-là? À quel moment t'as découvert ça de ton côté? Et avant que tu nous répondes, toi qui nous regardes, si tu aimes ce contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner à la page Les Jouissives
à liker cette vidéo et pourquoi pas à laisser un petit commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Moi, je suis tombée par hasard sur la psychogé à un moment de ma vie où j'avais besoin de mettre des compréhensions sur ce que je vivais. Je vivais un truc pas très marrant et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et la psychogé est arrivée comme par magie. Donc, je connaissais pas du tout. Je connaissais le principe de transgénérationnel, les lignées, etc. Mais je ne connaissais pas la psychogénéalogie. Et donc, j'ai commencé à mettre mon nez dedans pour un travail personnel. Et je suis tombée vraiment amoureuse de la psychogé. Je me suis formée juste après. Et depuis, c'est une histoire d'amour incroyable parce que vraiment, j'ai travaillé de différentes manières dans l'accompagnement avant. J'étais dans l'énergétique, je fais pas mal de choses. Et souvent, je me retrouvais un peu coincée ou j'avais l'impression qu'on pouvait avancer mais qu'on butait à un certain moment parce que dans l'accompagnement peut-être plus classique où on ne prend pas en compte le transgé, on va regarder l'existant, on va remonter probablement jusqu'à l'enfance, etc. Puis des fois, on n'arrive pas à mettre une compréhension. Il nous manque comme une petite pièce du puzzle. Et je trouve que souvent, la psychogé, aller regarder ce qui s'est passé dans le transgé apporte la pièce manquante pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, quoi. Donc, ça a été une révélation pour moi. Est-ce que tu sais si justement le transgé, c'est quelque chose qui se fait plus globalement en fait dans l'accompagnement dans d'autres pays ou c'est vraiment dans tous les cas quelque chose d'assez particulier? Je suis pas assez calée sur les autres cultures, mais je sais qu'il y a des cultures, il y a des pays où ça paraît logique en fait que les aïeux vont transmettre quelque chose à leurs descendants. Et d'ailleurs, nous aussi, on le sait très bien puisque on le sait sur la médecine, par exemple, un médecin va nous demander est-ce qu'il y a des cas de telle maladie dans la famille. Donc ça, on l'a très bien conscientisé qu'une maladie, il y avait, on pouvait le transmettre dans le transgé, que dans l'ADN, il y a des choses qui se transmettaient. Mais on parle beaucoup moins du côté émotionnel, du côté trauma. Maintenant, il y a des études qui ont prouvé quand même que le trauma se transmet. Donc, on va commencer peut-être à davantage le prendre en compte. Mais oui, c'est une évidence. Ouais. Et donc, est-ce que ça se passe seulement de mère en fille et de père en fils, le transgé? Enfin, le transgé, oui, je peux dire ça comme ça. Les héritages transgénérationnels. Les héritages, ou est-ce que voilà, mon père peut me passer ses héritages? En fait, il y a pas c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va récupérer forcément du côté de la mère ou parce qu'on est un homme qu'on va récupérer du côté du père. Et d'ailleurs, là, on parle plutôt même de l'intergénérationnel puisque c'est la génération qui est juste au-dessus de nous. Évidemment qu'on a des liens avec nos parents, mais très souvent en psychogé, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est moins conscientisé. Donc, ça va être la génération encore au-dessus. Très souvent, c'est plutôt du côté des grands-parents que c'est particulièrement intéressant, voire des arrière-grands-parents. Mais voilà, c'est souvent sur la génération des grands-parents que il y a des choses qui sont beaucoup moins conscientisées parce qu'on n'a pas grandi avec eux, parce qu'en fait, il y a des tonnes de facettes de leur vie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas conscientisées. Et donc, plus c'est inconscient, plus ça agit finalement sur nous, puisqu'il y a quelque chose qui demande à être reconnu et qui est caché. Donc non, ça peut être un grand-oncle, une arrière-grand-mère, un grand-père, une grand-mère, pas du tout forcément le père ou la mère, qui eux-mêmes peuvent d'ailleurs porter les symptômes de ce qui s'est encore passé au-dessus finalement. Moi, on m'avait dit que on cristallisait à la 4e génération. T'en penses quoi, toi, de ça? Ouais, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. En kinésio, non, peut-être. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu aussi que les transmissions ne se passaient que sur 3 générations. Enfin, il y a pas mal de choses qui se disent autour de ça. Moi, mon point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'on sait pas vraiment. Donc, je dirais pas avec certitude tant de générations, etc. J'ai déjà vu des choses qui se transmettent sur bien plus que 3 générations. Donc, je ne crois pas personnellement que ça s'arrête à un certain niveau. J'aurais pas la réponse. Bah, de toute façon, si tu pars du principe que tu peux revivre en tout cas une situation, par exemple traumatisante à 2 générations au-dessus de toi, bah ça peut du coup augmenter le temps où les générations futures vont ressentir encore ton trauma, etc. quoi. Donc en fait, si les schémas se répètent, ça peut durer très longtemps en fait. Ok, super intéressant. Et quelle transformation du coup on peut espérer? En fait, ce qui est bien avec la psychogé, c'est qu'on va pouvoir travailler globalement sur tous les sujets. Alors quand je dis sur tous les sujets, ça veut pas dire que tout ce qu'on va vivre est lié au transgé. Mais en tout cas, moi, ma manière de travailler, c'est que la personne va venir me voir et je lui demande de venir pour travailler sur quelque chose. Pourquoi? Parce que si elle vient pour me dire, moi, j'ai rien à travailler en particulier,
particulier, mais je veux savoir ce que j'ai récupéré de mon étranger. Pour moi, c'est de faire de la projection et aller lui créer peut-être des nouvelles croyances ou des nouveaux programmes qu'elle avait peut-être pas à la base. Je vais pas lui dire, bah là, tu vis rien aujourd'hui, mais oulala, ta grand-mère, elle a vécu ça, fais gaffe, tu vas le récupérer. Elle va se créer un nouveau programme, un nouveau truc négatif. Donc, pour moi, c'est vraiment contre-productif. Donc, je demande toujours à mes clientes, puisque souvent c'est des femmes, dites-moi sur quoi vous voulez travailler et moi, je vais faire le travail d'aller avec vous, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'arbre et comment ça peut vous impacter sur ce sujet-là. Donc, ça peut être tout ce qui est estime de soi, avoir des difficultés à trouver sa place, des problématiques au niveau du travail, avoir du mal à trouver sa voie, avoir du mal à lâcher une situation qui nous correspond pas parce qu'on est dans une telle loyauté que, moi j'appelle ça l'élastique qui tire dans le dos. On a envie d'avancer, mais il y a un truc qui nous retient et on comprend pas pourquoi. Ça peut être les relations amoureuses, amicales, professionnelles, la relation au corps, la relation à l'argent. Ça peut être vraiment plein de sujets. Globalement, les sujets sur lesquels on vient me voir sont liés grosso modo à trois thématiques. Tout ce qui est lié à l'argent. Donc, il y a énormément d'histoires dans les familles, soit des héritages, on s'est déchiré autour d'héritage, on a perdu un statut social, on s'est fait avoir par des riches, donc il y a une croyance hyper négative autour de l'argent. On n'a jamais gagné beaucoup d'argent, donc il y a une loyauté, il faut surtout pas sortir de ce schéma-là. Ça donne des personnes qui arrivent pas aujourd'hui à être en paix avec ça. Et puis, tu vas avoir aussi beaucoup de secrets qui sont liés à la mort. Donc, très souvent, ça va être des histoires de bébés, d'enfants qu'on a perdu. Et en fait, il y a une certaine époque, quand on perdait des enfants, des bébés, on n'en faisait pas une affaire d'État. On n'avait pas toute cette conscience aujourd'hui qu'on va avoir autour du deuil, de prendre le temps, etc. On en faisait un autre. Et donc, du coup, le deuil n'était pas fait. Ce qu'on appelle un deuil persistant. Et quand, dans l'histoire de l'arbre, il y a un deuil qui n'a pas été fait, il continue. La douleur, en fait, l'émotion continue à se balader dans l'arbre et certaines personnes peuvent les récupérer. Donc, ça peut donner des symptômes, entre guillemets, inconscients chez des gens qui, en fait, portent un deuil qui ne leur appartient pas directement. Ou alors, il y a un enfant qui est décédé, mais il n'a jamais été reconnu, il n'a jamais été nommé, on en a fait un petit peu un secret, ou des morts brutales, comme des suicides, ou des morts douloureuses, où on n'a pas pu faire le deuil. Donc, souvent, on voit des prénoms comme ça qui se baladent, on donne toujours le même prénom sur plusieurs générations. C'est une manière inconsciente de continuer à faire vivre la personne. Donc, il y a la personne qui continue à vivre, et nous, on arrive et on est dans les chaussons d'un autre. On est en train de faire vivre, en fait, cette entité pour laquelle on n'a pas su faire le deuil. Donc autour de la mort, et les troisième gros secrets qu'on va retrouver dans les histoires familiales, c'est autour de la sexualité. Donc tout ce qui est abus sexuel, tout ce qui est l'inceste, voilà. Malheureusement, c'est quelque chose qui est encore courant aujourd'hui, mais qui était très courant à une certaine époque, même dans le cadre du foyer. Voilà, le devoir conjugal à une certaine époque. Enfin, on revient quand même de très loin. Et donc ça, c'est des choses que je vais souvent retrouver, notamment chez les femmes, parce que c'est quand même très ancré dans les lignées féminines. Tout ce qu'il y a eu autour de ces abus-là, de ce non-consentement, il y a énormément de choses qu'on peut travailler aujourd'hui. Je rebondis sur ce que tu disais vis-à-vis de l'argent. Je me souviens que quand je suis rentrée de ce stage-là qui avait duré 2 jours, j'étais en train de mettre ma maison enfin ma maison en vente, non pas ma maison, mais en tout cas de vendre mes meubles dans la maison. Et il y a une fille qui vient récupérer un meuble et j'arrive pour lui donner en fait l'argent dans les mains et elle me dit non mais je veux surtout pas toucher l'argent me brûle les doigts. Donc tu vois, genre je rigole. Je dis non mais vraiment, elle me dit non mais vraiment l'argent me brûle les doigts, ça m'a fait des brûlures sur toutes les mains. Et comme je venais de rentrer du stage, tu sais, et que évidemment quand t'es dans le truc pendant 2 jours, et je lui dis mais c'est que vous ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille pour qui ça le fait? Et en fait elle a tilté, elle me dit mais vous avez raison, ma cousine c'est pareil. Et du coup je lui ai dit bon peut-être vous devriez vous renseigner sur le transgénérationnel. Mais c'est vrai que c'est hallucinant à quel point Incroyable. Même des phrases comme ça, parce qu'on me dit oui l'argent lui brûle les doigts, c'est juste une phrase en fait, une expression qu'on a tendance à dire. Et que même une expression, un mot, peut s'ancrer et devenir une expérience des générations plus tard, quoi. Bien sûr, ouais. Il y a tellement de choses autour de l'argent, c'est assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et justement, donc pourquoi les secrets sont nocifs? Parce que c'est vrai qu'il y a des familles dans lesquelles, voilà, on va garder des secrets où ça va être compliqué parfois, en fait, justement, d'avoir des informations sur, les enfants, enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quand t'avais tel âge, ou, enfin, voilà, il y a surtout, je pense, la génération de nos grands-parents, parfois, c'est compliqué de parler. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi ces secrets, ces tabous familiaux peuvent être nocifs, en fait? C'est ce qu'il y a de pire, entre guillemets, en psychologie. Bon, faut pas se leurrer, il y a des secrets partout, dans toutes les familles. Il n'y a pas de famille où il n'y a jamais eu de secret. Ça fait partie de la vie. En effet,
il y a 2-3 générations au-dessus, il y a plein de choses dont on parlait pas. Il y a encore plein de choses dont on parle pas aujourd'hui. On va dire qu'il y a moins de tabous qu'avant, mais à une certaine époque, c'était très compliqué de dire les choses. On n'avait pas du tout ce recul sur nos émotions. Aujourd'hui, on est là, une génération qui parle de ses émotions, qui essaie de les comprendre, mais il y a une époque, on n'en était vraiment pas là. Donc, il y a énormément de choses qui sont gardées. Et en fait, quand c'est gardé, c'est comme cristallisé du coup comme cette émotion douloureuse, parce qu'en général, ce qui est gardé, c'est pas le truc positif, c'est plutôt des choses lourdes, des choses négatives, etc. Et donc, dans l'inconscient de la famille, c'est présent en fait. C'est un peu comme cette histoire de somatiser quand il y a un mal comme ça qui veut pas sortir et il y a le corps qui l'exprime, ou tout d'un coup on va faire de l'eczéma parce qu'on a vécu un choc, etc. Ou on va avoir une angine parce qu'il y a un truc qu'on avait besoin de dire et qu'on n'a pas réussi pendant des semaines à le dire. Il y a le corps qui parle. Et là, en fait, c'est le même principe dans le transg. C'est-à-dire que c'est pas forcément le corps qui va parler, ça peut, il peut y avoir des choses comme ça autour du corps, mais des fois c'est dans le schéma, dans l'action, on ne sait pas pourquoi, on va se retrouver à faire quelque chose ou à ne pas vivre une situation parce que l'émotion, elle est là. Je peux te donner un exemple si tu veux. Oui. De choses aussi que que je vois assez couramment. Il y a beaucoup de traumas autour de la perte d'enfants, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, il y a une époque où c'était quand même, malheureusement, ça arrivait assez souvent, plus qu'aujourd'hui, de perdre son bébé, de mourir en couche, de perdre un bébé, etc. Et donc, quand vraiment il y a un trauma autour de ça, évidemment, la situation est toujours traumatique, mais on peut avoir la résilience, avoir la guérison derrière, etc. Quand il y a un trauma, ça veut dire qu'on n'a pas eu le processus de guérison, on n'a jamais accepté ce qui a été vécu. L'émotion va se balader, on va dire, dans l'arbre généalogique, et ça peut donner, par exemple, 2 générations après, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, elle comprend pas parce qu'elle a été voir le médecin et que elle va bien, elle n'a pas de problématique particulière, mais ça fait des années qu'elle essaye d'avoir des enfants et en fait, elle n'y arrive pas. Et quand on regarde son histoire, on se rend compte qu'il y a des bébés, en fait, qui sont décédés à la naissance. Et donc, le trauma a été tellement lourd, tellement dur que elle, aujourd'hui, qui porte cette émotion, dans son inconscient, tomber enceinte, c'est le risque de revivre ce trauma. Donc, son corps, faut toujours dire que notre inconscient, il essaye de nous protéger. Même ça peut être pas de la meilleure des manières, mais lui, il essaye de nous éviter de revivre une situation. Ou alors la situation confortable, comme c'est du vécu, il va continuer à la vivre parce que c'est ce qu'il connaît. Donc là, dans cet exemple-là, c'est vraiment le corps qui inconsciemment dit non, pas de grossesse, parce que si grossesse, risque de perte de bébé, risque de revivre ce trauma. Trop douloureux. Donc, on se protège. Et des fois, ça va être des schémas qui vont être répétitifs, où de nouveau, il va y avoir une problématique, etc. Ouais, c'est puissant. Et justement, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que on est dans une boucle de transgénérationnelle? Est-ce qu'il y a des indices dans les situations qu'on vit dans notre quotidien où on peut se dire, ah tiens, peut-être que là, il faudrait que j'aille chercher de ce côté-là? Le premier indice dont je parlais tout à l'heure, l'élastique dans le dos, c'est par exemple, j'ai très envie de faire ça et je comprends pas pourquoi, il y a quelque chose qui me retient, c'est comme une force qui fait pas partie de moi. Ou j'ai une émotion que je ne comprends pas. Ça aussi, c'est un bon indice où il y a une émotion et on n'arrive pas à la comprendre. Pourquoi est-ce que moi j'ai très envie de quitter, je sais pas, toute la famille travaille dans la restauration, et moi je sens depuis le début que j'ai pas envie de travailler dans la restauration, que j'ai envie d'ouvrir mon salon de coiffure. Ça m'appelle, ça me passionne. Tous les soirs je regarde des vidéos de coiffure, mais pourquoi est-ce que je reste enfermée là-dedans? Pourquoi est-ce que je suis dans cette loyauté? La personne ne va pas le voir comme une loyauté, mais en fait c'est une loyauté. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait cette histoire de clan où qui sort du clan risque sa vie. Il y avait vraiment ce danger de mort, en fait. Fallait pas sortir du clan. Et en fait, on a beau être dans des sociétés évoluées, en tout cas la nôtre, cette chance d'être plutôt en sécurité si on sort de la famille, il y a quand même quelque chose qui est ancré, hyper archaïque, de si je sors des codes du clan, je me mets en danger ou je mets en danger les autres. Donc je reste enfermée dans ces codes-là et donc dans ce qu'on appelle les loyautés souvent invisibles. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans notre choix de vie, ça peut être dans notre choix de conjoint, de mariage, etc. S'enfermer comme ça dans des espèces de vie qui ne nous ressemblent pas. Et des fois, il y a des personnes qui arrivent quand même à avoir assez de recul pour se dire, je vis la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Je suis pas à la bonne place, je sens que c'est pas ma place, je le sais, il y a une part de moi mentale qui le sait, et pourtant je suis incapable d'en sortir. Et je me vois je me vois répéter mes schémas, je me vois vivre une vie qui me correspond pas, mais j'arrive pas à en sortir. Donc ça, déjà, c'est un gros indice quand on arrive à se voir faire quelque chose qui nous correspond pas, mais qu'en même temps, on sait pas pourquoi, il y a comme une force qui nous maintient là-dedans. Et puis, il y a quand même des personnes qui constatent que il
y a un truc répétitif dans la famille, qui viennent me voir, qui me disent bon voilà ce qui se passe. Bon, ma grand-mère elle a vécu ça, je me doute bien qu'il y a un lien, etc. Et il se passe quelque chose. Il y en a qui sentent il y a un truc transgé, mais elles sauraient pas dire pourquoi. Elles me disent je sais que ça m'appelle, je viens, voilà. Elles sont intuitives et elles viennent et elles savent pas forcément pourquoi sur le coup. Moi, je sais qu'il y avait aussi beaucoup, je m'en suis rendu compte après, mais d'émotionnel, dans le sens où, par exemple, enfin, mon expérience, c'est que quand j'ai eu ma première fille, j'ai été dévastée, tu vois. Donc, j'ai vécu un vrai baby blues, hein, clairement. Les conditions faisaient que déjà, c'était compliqué. Mais il y avait quand même cette détresse, tu vois, genre énorme au fond de moi, où je sentais que c'était moi, mais pas que, tu vois, que c'était beaucoup trop grand en fait pour que ça vienne que de moi. Et en fait, c'est que après coup que tu vois, en recherchant un peu dans mon histoire, etc., que je me suis rendu compte que mon arrière-grand-mère avait eu 2 jumelles et que elle était dans un appartement parisien à 17 ans. Son mari était parti à la guerre, elle avait plus de père. Enfin, elle s'est vraiment retrouvée à 17 ans à s'occuper de ses 2 bébés dans un tout petit appartement étriqué. Et qu'en fait, voilà, ça a été un vrai choc aussi pour elle à ce moment-là. Et tu vois, quand j'ai mis le doigt sur cette histoire, c'est vrai que je me suis dit après coup, ah, du coup, je comprends mieux, tu vois, pourquoi pour moi c'était décuplé, enfin, de dingue, quoi. C'est des choses, je trouve, le transgénérationnel, c'est encore pas quelque chose dont on parle énormément. Enfin, c'est vrai que si tu es dans des sphères un peu holistiques, bien-être, etc., tu vas en entendre parler, mais c'est pas encore si connu que ça. Donc je trouve Ça arrive. Ouais, mais Moi, c'est je vrai pense que vraiment que ça va arriver. c'est vrai que ça a son importance en fait. Enfin, tu te rends compte qu'il y a vraiment des traumas qui se rejouent à longueur de temps, quoi. Et à l'échelle personnelle et à l'échelle sociétale. Et je trouve que c'est ça qui est encore plus dingue, tu vois. C'est de voir qu'il y a le petit et puis il y a le grand après. Et c'est hyper intéressant de regarder, c'est ce que je disais en formation, les courants comme ça qu'on va voir un petit peu émerger dans nos générations. Et par exemple, nous, on a un courant de féminisme qui est assez fort, qui émerge. Et dans ce féminisme, il y a un côté très en colère du féminisme. Et en fait, moi, je le vois vraiment comme une réaction, en fait, au transgé et ce que portent finalement ces femmes. Parce que le transgé, il peut agir de manière loyauté. On va répéter des schémas, on va se remettre dans des relations qui nous écrasent comme il a été vécu dans l'arbre, etc. Et il y a aussi le « je suis en colère ». Il y a énormément de femmes, et j'en ai fait partie, qui viennent littéralement au monde avec la haine des hommes. Elles savent pas pourquoi, mais il y a un truc qui est hyper en colère et ça peut donner des mouvements comme le féminisme. Je parle du féminisme colère, quoi, vraiment le côté où on est obligé de passer par le rejet des hommes parce que ce qu'on porte c'est trop fort et du coup quand c'est conscientisé ça s'apaise. Après on n'est plus obligé d'être dans la colère, on comprend pourquoi. Mais c'est vrai que quand c'est pas conscientisé, on a ce truc en nous, on sait pas pourquoi et ça peut ressortir dans des mouvements comme ça. Tu vas me faire jumper sur ma prochaine question, la conscience justement. À partir du moment où j'ai mis le doigt sur quelque chose, voilà, qu'aurait vécu mon arrière-grand-mère, et que je me rends compte qu'effectivement je rejoue un peu la même scène, en quoi le fait de le savoir va pouvoir changer ma vie? Moi, dans ma manière de travailler, une fois que c'est conscientisé, je propose quand même des choses. On s'arrête pas là. On va faire des actes symboliques. Si jamais il y a des deuils qui ont besoin d'être faits, on va faire des rituels de deuil, etc. Donc il y a toujours une phase quand même où on fait quelque chose. Pour moi, c'est hyper important et c'est ce que j'aime dans la psychogé, c'est qu'il y a un côté très concret. On n'est pas juste dans le subtil, etc. Donc ça, moi, j'aime bien aller au bout de ce processus-là. Après, en effet, pour certaines personnes, et ça m'est arrivé sur certains sujets, le fait de brancher, tu sais, rebrancher le truc, mettre le morceau de puzzle, ça libère. Moi, ça m'est arrivé sur une problématique de troubles du comportement alimentaire où le jour où j'ai fait le lien et j'ai compris pourquoi, ça faisait 25 ans, non, pas 25 ans, j'abuse, 20 ans, ouais, presque 20 ans que je me traînais le truc, paf, c'était fini. Conscientisé, c'était fini. Après, c'est pas le cas pour tout. Donc, dans mon processus d'accompagnement, vraiment, j'emmène, et les filles, je leur apprends à faire ça en formation, j'emmène toujours la personne à aller jusqu'au bout, à faire des actes symboliques pour vraiment marquer et se positionner dans leur individualité. Elles prennent position dans le sens où elles disent, OK, j'ai conscience que j'ai récupéré des choses du transgénérationnel, ce qui m'enlève rien à ma responsabilité, parce que j'ai pas du tout envie de dire tiens c'est la faute à mémé Germaine, j'y suis pour rien, on s'arrête là. Non, je porte ça, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de retrouver mon individualité, j'ai envie de retrouver peut-être ma neutralité sur ce sujet-là. Je remercie, parce qu'on peut remercier nos aïeux, nos ancêtres, etc. Parce que pour moi, tout peut toujours servir, même si c'est un peu lourd, il y a une raison, ça fait partie de notre histoire. Ça nous a probablement aidé d'une autre manière, mais maintenant, j'en ai plus besoin et je rends, en fait, à mes ancêtres ou à telle personne de ma famille
son histoire, son vécu qui ne m'appartient pas. Et donc voilà, je mets en place des processus de libération. Et est-ce que toi qui, du coup, accompagne quand même pas mal de personnes sur ces processus de libération, tu es encore surprise d'histoires que tu peux entendre, ou est-ce que grosso modo, on est quand même souvent sur les mêmes histoires, les mêmes traumas, les mêmes choses qui se répètent? Grosso modo, on est toujours sur les mêmes sujets. Après, chaque histoire est différente. Et après, moi, je suis toujours... je crois que je m'étonnerai toujours. Mais c'est vrai que les 6 premiers mois où j'ai commencé à accompagner en psychologie, et donc j'ai entendu toutes ces histoires qu'on est venu me raconter, je me suis dit, Netflix à côté, c'est vraiment de la gnognotte, quoi. Il y a les histoires de famille, c'est un truc de fou. Tu te dis, tu vois ça que dans les films. En fait... non, en fait, il se passe des trucs assez dingues dont on n'a pas idée. Et donc, chaque famille a son histoire et ses petits trucs. Mais je crois que ça n'existe pas une famille où il s'est jamais rien passé. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, c'est aussi une acceptation parce que il y a des personnes en tant qu'adultes qui continuent à idéaliser. Tu sais, il y a ce piédestal sur lequel on met nos parents quand on est tout petit. Puis, il y a des adultes qui ont pas passé ce processus de les descendre de leur piédestal. Et donc, c'est très compliqué de faire redescendre tout le monde. Voilà. C'est pas des dieux en puissance, nos parents, nos grands-parents, etc. Donc, il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué, mais en général, quand on vient en psychologie, c'est qu'on a fait déjà ce travail-là. Mais voilà, c'est aussi accepter les nôtres, les personnes de notre famille, avec toutes leurs facettes. Et elles sont pas toutes reluisantes, hein, comme nous, on n'a pas que des facettes reluisantes. Et donc, des fois, c'est pas évident parce qu'il y a des histoires qui peuvent être assez glauques, etc. Mais on tourne toujours, grosso modo, autour des mêmes sujets, mais les histoires sont différentes. Jenny, tu seras présente cette année à l'édition des Jouissif Fest. Qu'est-ce que tu vas proposer du coup aux participantes qui auront le plaisir de te rencontrer? Honnêtement, je ne sais pas encore la forme que ça va prendre. Moi, je suis un peu... il y a un jour, je vais prendre ma douche, je vais faire « Ah, ça y est, je sais ». Mais je sais que j'ai vraiment envie de leur transmettre ma passion de la psychologie. En général, je suis assez contagieuse. Donc, ouais, c'est ce qu'on m'a souvent dit. Je suis très contagieuse parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ouais, ça se voit. On apprend toujours des choses. Je pense qu'on va aussi parler des prénoms parce que c'est quelque chose, je sais que ma communauté adore que je parle des prénoms. C'est quelque chose qui plaît beaucoup et que tout le monde peut en fait finalement très vite tester sur soi et les personnes qu'elles connaissent. Donc on va parler un peu de l'analyse des prénoms et puis le reste sera la surprise. Merci beaucoup. Comment on fait pour te retrouver si on a aimé t'écouter, te voir? Je suis principalement présente sur Instagram, @esprit naturel. J'essaye de mettre des vidéos sur YouTube. C'est pas encore, je suis pas encore très même t'en as mis là-dessus. pas mal. Ouais, dernièrement j'ai mis un workshop qui est pour ceux qui connaissent pas la psychologie, ça peut être une bonne approche de commencer par ça parce que vraiment je détaille pas mal de choses. Donc il y a une vidéo assez chouette sur la psychologie sur YouTube et j'essaierai d'en faire d'autres. C'est mon but de 2024. Merci beaucoup Jenny. Merci à toi Cassandre. Bonne soirée. Merci, à bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode t'a plu, tu peux le liker, lui mettre des étoiles ou le partager. Et si les sujets du plaisir, du féminin, de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent, n'hésite pas à suivre Les Jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. Des bisous!